Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou bonjour à tous et bonjour à toutes, pour être plus logique dans l'écriture inclusive. Je suis heureux de vous accueillir. Je m'appelle Alain Frédéric Fernandez et on m'appelle Alf. Vous verrez pourquoi c'est important tout à l'heure. On m'appelle Alf, c'est un diminutif. J'ai le même caractère que le personnage extraterrestre que vous avez connu pour certains d'entre vous. Et je viens de lancer, mais je vous en reparlerai, une série de tutoriels sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Alf, les chats de la formation. Les chats avec un T, puisque je ne pouvais pas copier les chats de la formation. Vous savez que Alf court après les petits chats. Moi, je cours après les petits chats, c'est-à-dire toutes les discussions qu'on peut avoir en formation. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions et vous abonner à cette chaîne. Alors, je me présente rapidement, même si j'ai une très très longue expérience. Donc, je m'appelle Alain Frédéric Fernandez. J'ai été assistant parlementaire pendant quelques années. Donc, j'ai encore commis quelques textes sur la formation. Directeur marketing, directeur commercial, DRH dans 3 grandes entreprises qui sont Johnson, Unilever et Galeries Lafayette, BNP. J'enseigne toujours, j'ai enseigné à Sciences Po et j'enseigne toujours à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis l'auteur de 14 ouvrages sur la formation chez ESF du Noérol et je le dis à chaque fois, n'achetez pas mes ouvrages, ne les achetez que dans les 6 mois parce que très très vite la formation change et très très vite tout est obsolète. Et mon actualité, bien sûr, Alf, les chats de la formation. Pensez à y aller. Vous avez pour l'instant 36 tutos, plus des PDF qu'on va pouvoir télécharger avec. Et bien entendu, abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles sorties. Voilà pour ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et je vais rentrer dans le vif du sujet pour vous dire comment bien financer votre politique de formation en 2020. Alors, ça veut dire quoi, bien financer votre politique de formation? Ça veut dire qu'il faut arrêter de penser qu'il n'y a plus d'argent dans la formation. Et je vais commencer par vous dire, il y a 4 milliards de trop cette année dans la formation professionnelle. 4 milliards de trop qui ne seront pas dépensés parce que les dispositifs n'ont pas encore été exploités, les OPCO ne sont pas encore tous en place et tout le monde n'a pas le même son de cloche. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un langage moyen sur la façon de récupérer des financements et de faire que la formation ne soit pas une simple taxe. Vous payez aujourd'hui 1,64% de versement obligatoire, je ne parle pas des volontaires, mais déjà au moins 64% de versement obligatoire. C'est pas simplement une taxe et un impôt. On peut en récupérer une partie, il faut simplement être organisé pour. Il y a 130 dispositifs de financement. 130 dispositifs de financement. Et il y a de très 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 nombreux financiers institutionnels. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver des financements? On va commencer déjà par établir un diagnostic. Et en première mondiale, je peux dire que c'est en première mondiale, ce matin, vous allez découvrir un outil de diagnostic qui a été mis au point sur mes conseils par M2I Formation, c'est l'outil Money Finder. Et cet outil permet de réaliser un diagnostic. C'est-à-dire que vous avez juste 10 chiffres à donner, et à partir de ces 10 chiffres, en 2 slides qui apparaissent ensuite, vous avez à la fois des indicateurs clés et à la fois des pistes de financement. Je vais vous montrer le test déjà. Première chose, les 10 informations de base que vous allez pouvoir donner. Le nombre de salariés de votre entreprise en équivalent temps plein. On peut raisonnablement monter une politique de financement de la formation entre 150 salariés, à partir de 150 salariés. Là, ça vaut la peine, puisqu'on a un grand nombre de financements, surtout avec cette taille. En dessous, c'est un petit peu plus difficile, mais on a aussi d'autres financements qui sont gérés par le co quand on a moins de 50 salariés. Mais la taille, vraiment la taille critique pour réaliser vraiment de bons scores de financement de la formation, c'est 150. Je mets le nombre de salariés de l'entreprise, je mets aussi le nombre de salariés ayant accédé à la formation. Pour l'instant, vous mettez les chiffres, vous n'avez rien d'autre à faire, les calculs vont se faire tout seuls. La masse salariale brute chargée de votre entreprise, le coût de la formation, achat, salaire, logistique, contribution, pensez à mettre la contribution aussi dedans, à 64%. Tous ces coûts consolidés, ça vous donne un coût total de la formation. Ensuite, le nombre d'heures totales de formation réalisées, que ce soit en interne ou en externe. Il faut donc saisir toutes ces heures de formation, y compris des formations qui seraient de courte durée. Exemple, j'ai eu il y a 2 ans des soucis avec 2 OPCA qui m'indiquaient que je ne pouvais pas facturer des formations à distance qui duraient que 1 heure et demie. Réponse, faux, puisque il n'existe rien du tout
aucun texte dans la loi qui donne un temps minimum de formation. Sur certains OPCA, pour des raisons de gestion, qui ont dit il faudrait mieux que ça dure une demi-journée minimum. Je rappelle que c'est juste une décision de leur conseil d'administration, mais c'est pas la loi. La loi permet de réaliser une formation. Dès lors qu'elle répond à toutes les exigences de la formation, elle peut durer 1 heure et demie. Donc, nombre total d'heures de formation. Nombre d'heures réalisées en interne. Là, j'ai une question de Laetitia qui me dit, nous indiquons les valeurs de N moins 1. Oui, bien sûr, prenez une année de formation, celle dont vous avez les chiffres, bien sûr. Vous allez mettre le nombre d'heures réalisées en interne. C'est très important parce que ça nous indique quel est l'effort que l'on fait pour que nos experts transmettent les savoir-faire de l'entreprise à nos propres collaborateurs. Le nombre d'heures de formation hors présentiel. C'est vrai qu'en France, on a l'habitude de ne faire pratiquement que du présentiel. C'est encore 88% des actions de formation, le présentiel. On a hérité ça du Moyen-Âge. On est un des rares pays à continuer à le faire. Mais c'est parce que nous, on rajoute à la formation un côté intégrationnel, un côté convivial, qui normalement n'a rien à faire dans une formation, mais qui est important pour la réussite. Ensuite, il y a le nombre de recrutements annuels, c'est important, pour savoir qu'est-ce qu'on peut gagner en termes de financement. Les refinancements totaux, c'est-à-dire combien les OPCA et les autres financiers m'ont donné d'argent. Grosso modo, si j'ai 10% de refinancement, ça veut dire que je n'ai pas dépensé 100% du budget, je n'ai dépensé que 90%. Ça qui est très important vis-à-vis de votre directeur financier. Et enfin, le dernier chiffre, le dernier des 10 chiffres, c'est nombre d'alternants, apprentissage, professionnalisation, nombre d'alternants, apprentissage, professionnalisation, on verra que c'est important pour ne pas payer la CSA. Alors, j'ai Mireille qui me dit, ce n'est pas la loi, mais nous sommes soumis aux décisions des conseils d'administration des OPCO. Réponse, non, vous n'êtes pas soumis. Vous êtes une entreprise, vous êtes un citoyen français, vous n'êtes soumis qu'à la loi. Et une décision d'un conseil d'administration ne peut pas être moins avantageuse que la loi. Donc, et j'ai eu l'exemple avec 2 OPCA. Lorsqu'un OPCA vous dit « nous ne financerons pas ceci parce que c'est la décision de notre conseil d'administration », très poliment, vous pouvez lui demander sur la base de quel texte de loi elle s'est appuyée pour vous imposer cette décision. Et je répète, une décision d'un conseil d'administration ne peut pas être en retrait par rapport aux avantages qu'offre la loi. Donc moi, jusqu'à présent, j'ai toujours eu gain de cause, chaque fois que, bien sûr, je suis venu avec des arguments. Alors Séverine me dit quel rapport entre recrutement et formation? C'est très important. C'est parce que on ne peut pas prévoir aujourd'hui le recrutement sans intégrer la formation qui va avec, et c'est là qu'on a beaucoup de financement. Séverine, je vous en ferai la démonstration dans très très peu de temps. Voilà les 10 chiffres. Alors est-ce que ça vous pose un problème de poser ces 10 chiffres? Séverine me dit nombre de salariés ayant accédé à la formation sur une année, bien sûr. Tous ces chiffres sont sur une année et tous les chiffres étant sur la même période, de façon à ce qu'on puisse en tirer des ratios. Alors, ils peuvent être justes, ils peuvent être approximatifs. C'est important, c'est d'avoir des grandes masses. Et on va voir derrière, le premier tableau auquel vous accéderez, dès que vous aurez rempli ce Money Finder sur le site M2I, eh bien, vous aurez immédiatement 9 informations importantes. C'est ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire les Key Point Indicators, les points clés de votre gestion. Et par exemple, vous allez découvrir que dans cette entreprise qu'on a eu comme exemple là, vous voyez, je reprends les chiffres, dans cette entreprise que nous avons eu comme exemple, eh bien, le taux d'accès à la formation est de 51%, ce qui est un excellent taux puisque le taux moyen en France est de 40%. Ensuite, le coût horaire de la formation. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le taux horaire de la formation. Le coût horaire de la formation, c'est la totalité de ce que coûte la formation divisé par le nombre d'heures. Là, on arrive à 138 €. Or, 138 €, c'est trop, puisque au-delà de 100 €, on peut trouver de très, très nombreuses pistes d'amélioration. Et déjà, lorsque une entreprise me dit qu'elle a un coût horaire de plus de 100 €, c'est-à-dire qu'on a une bonne dizaine de pistes à traiter. Cécile me demande qu'est-ce que vous appelez contrib. Alors, la contrib, c'est le 1,64% que l'on paye à l'OPCO, d'accord? L'ensemble des contributions. Le salaire horaire statistique du formé est 15,20 € dans cette entreprise. Ça permet d'avoir un coût standard, un coût statistique salarial. Chaque fois que vous allez organiser une formation, vous savez combien va coûter le salaire des formés. Donc là, j'ai pris sur l'entreprise la masse salariale divisée par 1604 heures et divisée par le nombre de personnes. Le taux de formation interne, il est encourageant à partir de 25%. Vous voyez que dans cette entreprise, il est à 26%.
Et c'est encourageant, ça veut dire qu'on commence à bien transmettre les savoir-faire des experts vers les salariés. Le taux d'alternative pédagogique, à terme, il faut viser 40%. Il existe une bonne quarantaine d'alternatives pédagogiques. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes en webinar, il y a aussi des webclasses, il y a des ateliers d'échange, il y a des jeux sérieux, des serious games, il y a des dizaines, je répète, de modalités de formation alternatives au stage. Eh bien, il faut viser à terme d'en faire beaucoup plus, de faire un tout petit peu moins de stages et de faire un petit peu plus de modalités pédagogiques alternatives. Et je pense que le coronavirus va nous obliger à repenser au distanciel. Je répète, n'annulez pas en ce moment des formations, remplacez-les par des webclasses ou des webinars. Bon, le taux d'alternance est important, c'est un élément technique très très important. La loi Cherpion prévoit qu'il faut 5% d'alternants dans une entreprise, sinon on paye une amende de 0,6% de la masse salariale brute. Ce qui veut dire que si je suis légèrement en dessous de 5%, à partir de 4, 4,5%, j'ai intérêt à faire un effort pour recruter des alternants, parce qu'il va être très 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 largement compensé par l'amende que je ne vais pas payer. Ensuite, turnover, pourcentage de renouvellement des effectifs salariés, ça me donnera aussi, vous verrez tout à l'heure, une idée sur les financements possibles. Le taux d'investissement en formation, dans cette entreprise, le taux d'investissement est de 4,4% dans cette entreprise. La moyenne nationale est à 3%, donc c'est un excellent taux. Et enfin, le dernier chiffre, taux général de refinancement. Bien, dans cette entreprise, on a récupéré 13,6% de refinancement. C'est-à-dire qu'en réalité, l'entreprise n'a pas dépensé 100% pour la formation, elle a dépensé 86,4%. Ça fait quand même une différence auprès du directeur financier. S'il vous dit que vous avez dépensé tant, vous dites j'ai dépensé tant moins ce que j'ai récupéré comme argent. Alors, la CSA, bien sûr, oui, Lys Boussamé me dit on parle de CSA mais pas de contribution. Bien sûr, la CSA vient en plus de la contribution. Elle est à 0,6%. Je continue maintenant et j'arrive sur le tableau qui va vous faire un choc. Il y aura deux périodes dans votre vie. Il y aura avant le 10 mars et après le 10 mars. Le 10 mars 2020, vous allez découvrir qu'en mettant simplement 10 chiffres, un tableau va vous parler des financements disponibles et j'ai 13 pistes à vous proposer, 13 pistes que je vais développer dans ces 3 quarts d'heure qui nous restent. Je regarde. Oui, absolument. Donc, les pistes sont là. Il y en a 13. Et regardez tout de suite en bas le chiffre. Pour cette entreprise de 822 salariés, je propose un minimum de 508 000 euros de financement nouveau trouvé jusqu'à 1 404 000. C'est-à-dire qu'on peut, même dans certains cas, suivant la politique, suivant la branche dans laquelle on est, suivant les quartiers dans lesquels on habite, suivant l'âge de nos salariés, suivant les formations qu'on réalise, eh bien, on peut aller jusqu'à obtenir plus que 100% de ce qu'on aura dépensé. Je répète, il y a un pognon de dingue dans la formation, c'est ce que dit notre président. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent et il y en a trop puisque chaque année, à l'heure actuelle, près de 3 milliards reviennent dans le budget de l'État et sont dépensés pour autre chose que pour la formation. Ça s'appelle du vol, c'est-à-dire qu'on prend aux entreprises de l'argent et au lieu de le rendre pour se former, eh bien, ça repart au budget de l'État. C'est pas fair play. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous battre pour récupérer un maximum de ces financements. Alors, ces financements, ils sont résumés, recruter un AFPR. On va voir ce que c'est que cet AFPR. Donc, ce que je vous propose, c'est que ce tableau, ça vous donne une idée générale, mais on va voir un peu en détail maintenant chacune de ces 13 pistes pour que vous puissiez imaginer ce qui est possible ou pas possible dans votre entreprise. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on passe sur les 13 pistes de financement? Elles sont là, mais on va les détailler, vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est que vous voyez bien que pour chacun de ces éléments, on a un chiffre mini, un chiffre maxi. Celui que vous pouvez atteindre si vous avez bien sûr les chiffres de cette entreprise qui a 822 salariés. Zoom sur les pistes de refinancement externe. Alors, je ne vous parle pas des financements internes où il faut arriver à démontrer le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement des actions de formation, mais je vais vous parler uniquement des refinancements externes. C'est où
et combien on peut trouver et de quelle façon on peut trouver de l'argent à l'extérieur de l'entreprise pour financer la formation. La première piste, c'est le recrutement en AFPR. Alors, en France, on est dans un pays de statut. On est dans le statut ou on n'est pas dans le statut. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, ce que vous devez absolument demander aux personnes chargées du recrutement dans votre entreprise, parce que vous allez voir, ça va avoir un impact sur la formation. Eh bien, il faut demander que toute personne qui va rentrer dans l'entreprise s'inscrive à Pôle emploi. Elle n'a pas besoin d'avoir été licenciée pour ça, elle n'a pas besoin d'être au chômage, elle a juste besoin d'être libre et de rechercher du travail. À partir de là, si elle s'inscrit à Pôle emploi, tous les financements dont je vais vous parler autour de Pôle emploi sont disponibles. Si la personne n'est pas inscrite à Pôle emploi, vous n'avez droit à rien. La différence, elle est quelquefois de 10 à 20 000 euros par recrutement. C'est quand même dommage. C'est pas l'eau, comme on dit. On va commencer par le premier dispositif. Et là, j'ai une modification qui vient d'aujourd'hui avec une information que j'ai reçue de la part de Céline Mitton. Il y a ce qu'on appelle la FPR, Action de formation préalable au recrutement. Si vous recrutez un salarié, on va voir que la qualification maintenant c'est plus qualifié ou non qualifié. La FPR c'est pour les CDD, AFPR pour les CDD et PEE pour les CDI. AFPR pour les CDD, PEE pour les CDI. Ça vient juste de changer ce matin. La FPR c'est une action de formation préalable au recrutement, c'est-à-dire que je m'adresse au directeur de l'agence Pôle emploi, je lui dis je vais recruter madame Untel ou monsieur Untel, il a besoin d'une formation, j'ai besoin de votre accord avant de le recruter, et je suis prêt à le recruter en CDD de 6 mois. À partir de là, le directeur de l'agence va m'accorder une AFPR, c'est-à-dire qu'il va payer jusqu'à un certain montant, alors ça peut aller jusqu'à 3 500, 4 000 euros, il va payer un certain montant de formation sur la base d'une AFPR si je recrute en CDD. Et si je recrute en CDI, il va réaliser un nouveau dispositif qui s'appelle la POE, donc c'est pas la POEI ou la POEC, c'est la POE, Préparation opérationnelle d'emploi, nouveau dispositif de Pôle emploi qui permet de financer pour les CDI aussi une formation qui va pouvoir durer un certain nombre d'heures pour quelqu'un qui a besoin de se former un peu mieux à l'anglais, se former un peu mieux à des logiciels et des choses comme ça. C'est dommage de le payer sur votre plan de formation, alors qu'en recrutant une personne, vous avez déjà un accord de Pôle emploi pour ce financement. Voilà pourquoi il y a ce lien entre recrutement et formation. D'autant que cette AFPR n'est pas assez consommée, ainsi que la PE ne sont pas assez consommées. Les agences de Pôle emploi se plaignent de ne pas être suffisamment sollicitées. Alors, un salarié qui travaille et qui est inscrit à Pôle emploi permet donc de bénéficier des aides. Alors, un salarié, dès lors, un salarié qui cherche à changer de travail, oui, mais il n'aura droit aux aides que lorsqu'il aura réellement coupé les ponts avec son entreprise. Ça, c'est pour la réponse à Stéphanie. Un salarié qui cherche à changer de travail, oui, mais il a le droit de s'inscrire, mais il ne peut toucher que au moment où il est libéré de son entreprise. Il n'y a que là qu'il a droit au financement. Mais il peut commencer à les rechercher. Deuxième dispositif, c'est les emplois francs. Alors, on en avait parlé des emplois francs, mais ça n'avait pas trop intéressé les entreprises, puisqu'il s'agissait pour les entreprises d'être situées, d'être domiciliées dans un quartier de la ville. Là, il s'agit de 738 QPV des quartiers politiques de la ville. Vous pouvez télécharger les noms de ces quartiers sur un site du gouvernement. Vous marquez 738 QPV et vous avez la liste. Et dans chacun des QPV, vous avez la liste des rues. Eh bien, lorsque vous hésitez entre deux personnes qui sont à compétences égales, vous avez intérêt à recruter une personne qui habite dans un quartier politique de la ville, puisque là, Pôle emploi vous donne une subvention, c'est même pas lié à la formation que vous allez donner, elle vous donne une subvention de 15 000 euros, c'est-à-dire 5 000 euros par an pendant 3 ans. Et si vous recrutez cette personne en CDD, c'est 2 500 euros par an pendant 2 ans. Vous vous rendez compte, c'est quand même dommage de passer à côté, d'autant que si vous recrutez quelqu'un qui est compétent, qui habite dans un quartier politique de la ville, d'abord vous faites une bonne action au plan social, il faut un peu rééquilibrer, et deuxièmement, vous récupérez de l'argent. C'est quand même dommage. Alors, deux questions. Les retours sur FPR sont-ils bons? Oui, bien sûr. On vient d'avoir un exemple. PE pour n'importe quel type de formation, oui, on peut se former en PE pour n'importe quel type de formation. Les PE ou FPR concernent aussi la formation interne, bien entendu, dès lors que j'ai un service formation qui est identifié. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que je vais le former en interne, mais je dis, cette personne sera formée par un tel, qui sont
des experts métiers dans mon entreprise et qui sont référencés comme tels. Donc, effectivement, PE et FPR s'appliquent aussi en formation interne. Donc, je reviens sur ces emplois francs. L'entreprise n'a pas besoin d'être dans un quartier politique de la ville, mais les personnes qu'elle recrute doivent être inscrites à Pôle emploi et bien sûr habiter dans un quartier, dans un QPV, donc un quartier politique de la ville. Vous vous rendez compte les sommes que ça représente? Là, pour l'instant, entre l'AFPR pour une personne qui est dans un QPV, ça fait déjà, on était à 20 000 euros de financement. Donc vous voyez que ça vaut la peine de s'y pencher. Le troisième point, mettre en place une politique de recrutement senior. Ça, c'est important. Pourquoi? D'abord parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, et malgré le chômage, on va trouver de moins en moins de salariés. Les salariés de demain sont déjà dans votre entreprise. Il y a déjà une pénurie de gens qualifiés. Et donc, si vous voulez des gens qualifiés, formez-les dans votre entreprise. Ou recrutez des seniors qualifiés, ou qualifiez des seniors que vous recrutez. N'oubliez pas qu'à 45 ans, un senior a au minimum 20 ans de travail devant lui. Et quand je dis 20 ans, c'est parce que je veux vexer ou faire peur à personne ce matin, mais voilà, 20 ans, c'est le minimum. Alors, il y a une aide au recrutement. Si la personne s'inscrit à Pôle emploi et qu'il est senior, vous avez une aide supplémentaire de 2 000 euros. Et pourquoi il y a un lien avec la formation? C'est que non seulement vous allez pouvoir avoir une POE, une FPR, mais vous avez aussi un bonus contrat pro. Si vous recrutez une personne senior ou pas senior qui démarre par une FPR ou une POE et derrière et que vous recrutez en contrat pro, mais vous avez un bonus donné par Pôle emploi, non pas par l'OPCO, vous avez un bonus donné par Pôle emploi de 2 000 euros. Je pense que vous avez la tête qui tourne avec tous ces chiffres et je pense que tout ce charabia professionnel doit quelquefois vous mettre de mauvaise humeur, mais il faut le rechercher. On verra tout à l'heure qu'il y a les moyens de les rechercher. La politique senior, c'est 45 ans. On est senior à 45 ans aujourd'hui. Donc, vous voyez que on est normal pendant peu de temps, puisqu'on peut être apprenti jusqu'à 29 ans. Et ensuite, senior à 45 ans, on a 16 ans de vie normale. Tout le reste du temps, on est une minorité protégée. Donc, si vous avez une politique senior, c'est quoi? C'est parce que vous avez une aide au recrutement, parce que vous avez un bonus sur contrat pro, et surtout, si vos tuteurs ont plus de 45 ans, et généralement, je sais que les responsables de formation ne choisissent pas les tuteurs, mais il faut choisir les tuteurs. Le tuteur, c'est pas le formateur. Le tuteur, c'est celui qui intègre la personne. Donc, un tuteur de plus de 45 ans, ça vous rapporte 2070 euros. Alors qu'un tuteur de moins de 45 ans, ça ne vous rapporte que 1380 euros. Chaque fois que vous recrutez quelqu'un, de toute façon, et que vous avez un tuteur, vous perdez 700 euros si vous ne prenez pas un 45 ans. Donc ça aussi, c'est un peu important. Aide au recrutement, elle est donnée par quel organisme? Eh bien, elle est donnée par Pôle emploi. Pôle emploi va non seulement, tout ça est cumulable, non seulement payer une PE, une FPR, elle va payer si vous recrutez dans un quartier de la ville, elle va même recruter, mais ça je ne l'ai pas marqué parce que c'est encore un plus, mais ça en formation je l'explique bien. Si vous avez un citoyen de nationalité européenne, vous recrutez un Belge, vous recrutez un Polonais, vous recrutez, pas un Anglais, il y en a plus, ils sont plus chez nous, un Hollandais ou n'importe quel autre pays européen, eh bien vous avez aussi une aide de 1670 euros, ça s'appelle ma First Arrest Job, et donc vous voyez que Pôle emploi donne beaucoup d'argent. Et Pôle emploi a beaucoup d'argent à donner. Le bonus contrat pro est donné par Pôle emploi et ça vient en supplément de tout ce que va vous donner ensuite l'OPCO. Donc je répète, les 3 premiers financements que vous venez de voir sont tous cumulatifs. C'est-à-dire que tout ça, ça s'ajoute. Ensuite, développer les contrats pro. Effectivement, aujourd'hui, on imagine que le contrat pro, c'est un concurrent de l'apprentissage. Et on dit, cette personne, elle va apprendre un métier où elle va passer un diplôme en contrat pro, elle aurait très bien pu le faire aussi en contrat d'apprentissage. Eh bien, oubliez tout ça. Le seul moyen d'apprendre un métier, c'est le contrat d'apprentissage. Le contrat pro, utilisez-le systématiquement pour tous vos recrutements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous recrutez un bac+5, eh bien, vous pouvez le recruter en contrat pro. Pourquoi? Bien parce que ce contrat pro ne sert pas à lui apprendre un métier. Il sert à l'intégrer dans l'entreprise, à lui apprendre les produits et les procédures de l'entreprise, à faire qu'il va réussir ce recrutement. Donc, le contrat pro ne vise pas automatiquement une qualification, une certification, je répète. Dans la loi, et ça, beaucoup de pros ne le savent pas encore, dans la loi, il est marqué qu'entre 2019, 2020 et 2021,
on peut développer ce qu'on appelle des contrats pro expérimentaux, c'est-à-dire des contrats pro qui ne visent aucune qualification, aucune certification, et qui, d'un commun accord avec l'OPCO et le salarié, permettent de lui réaliser une formation sur mesure en externe et en interne, voire même totalement en interne, cette formation sur mesure étant financée par l'OPCO. Et il y aura beaucoup d'argent puisque, rappelez-vous, cette année, le directeur Stéphane Lardy, le directeur de France Compétences, a décidé que pas un centime de la formation ne remonterait à l'État, et donc il va y avoir beaucoup d'argent pour l'alternance. Donc lorsque je mets en place un contrat pro, et je répète, normalement le contrat pro il devait être pour tous les salariés de l'entreprise que vous recrutez, il faut qu'ils s'inscrivent à Pôle emploi, ils obtiennent une PO, une FPR, et ils continuent avec un contrat pro. Bien, tout ça vous permet de récupérer un bonus de Pôle emploi pour le contrat pro, de vous faire payer les heures de formation, un barème qui va entre 9 euros et 22 euros de l'heure, de vous faire payer l'exercice du tutorat et la formation des tuteurs. Bref, aujourd'hui, la différence entre recruter en contrat pro ou recruter sans contrat pro, c'est 10 000 euros en moyenne. C'est quand même dommage si vous avez 20, 30, 40 recrutements. 40 recrutements, c'est pas mal. 40 fois 10, ça fait 400 000 euros. Alors j'ai une question, c'est vraiment top pour l'alternance. Qu'est-ce qu'on fait pour les personnes en CDI pour les former? Bien, les personnes en CDI ont les mêmes avantages. Je peux recruter quelqu'un en contrat pro de 6 mois, CDI. Je répète, je peux recruter quelqu'un en contrat pro, CDI. C'est-à-dire que pendant 6 mois, éventuellement, il sera en contrat pro, et au bout de 6 mois, son contrat redevient un contrat de droit commun, au moment où, d'ailleurs, je vais le titulariser. Donc, je répète, je peux avoir un contrat pro, y compris pour quelqu'un que je recrute en CDI. C'est pas automatiquement un CDD. Alors, tout dépend du montant pédagogique, effectivement. Votre OPCO va prendre entre 9 euros pendant 150 heures jusqu'à 22 euros pendant 400 heures. La marge est très très grande. Mais le mieux, c'est de poser un maximum de questions et surtout de prévoir un maximum de formation que vous n'aurez pas à payer ensuite sur votre plan de formation. Alors, pour les salariés qui sont présents dans l'entreprise, Mireille, on va en parler tout à l'heure, ce sera l'avenant ProA, d'accord? Donc, pour l'instant, il y a deux contrats d'alternance, le contrat d'apprentissage et le contrat pro, mais on verra tout à l'heure qu'il y en a un troisième et qui est réservé aux salariés de l'entreprise, c'est l'avenant ProA. Je continue, sauf s'il y a d'autres questions. Alors, négocier son plan de formation avec l'OPCO. Oui, on peut négocier. Si j'ai moins de 50 salariés, effectivement, j'ai droit à des actions collectives financées intégralement par l'OPCO. Ces OPCO appellent ça maintenant plan de développement des compétences des moins de 50 salariés. Ça reste des appels d'offres. C'est-à-dire que ces entreprises qui ont moins de 50 salariés ont un calendrier avec des dates, des jours et puis des endroits en disant tel endroit, tel jour, vous avez un stage qui vous est offert si vous envoyez et vous avez droit à tant de salariés. Si j'ai plus de 50 salariés, j'y ai droit aussi. Pas officiellement, mais c'est une négociation. C'est-à-dire que je vais, même si j'ai mettons 800 salariés, je vais regarder quel est le catalogue de mon OPCO. Si dans le catalogue de mon OPCO, il y a des stages qui m'intéressent, eh bien, je vais dire à mon OPCO, je sais que j'y ai pas droit, mais si vous avez des difficultés pour ouvrir un stage, sachez que je tiens des salariés à votre disposition pour compléter et pour que vous puissiez ouvrir le stage. Ça fait gagner de l'argent à l'OPCO. Vous vous rendez compte? Vous obtenez des stages gratuits en faisant gagner de l'argent à votre OPCO. Donc, voilà une possibilité. Et il y a aussi une autre possibilité. On a appris la semaine dernière que les OPCO vont rester maîtres de la collecte jusqu'au 1er janvier 2022 et non pas 2021. C'est-à-dire que l'URSSAF aura mis 4 ans pour procéder à la collecte, ce qui m'étonne quand même. Mais pour l'instant, c'est toujours les OPCO qui vont rester maîtres de la collecte, ce qui veut dire que vous allez pouvoir négocier une subrogation. Qu'est-ce que c'est qu'une subrogation? Et vous dites à votre OPCO, j'ai 200 000 euros à dépenser pour le plan. Est-ce que vous acceptez la subrogation? C'est-à-dire, je vous verse les 200 000, vous me prenez des frais de gestion ou pas, et vous me donnez une enveloppe de subrogation. Je vous explique en 2 mots comment ça fonctionne. Je donne mes 200 000 à l'OPCO, il paye les factures, il s'occupe des conventions, il s'occupe des feuilles de présence, il vérifie que les contrats soient complètement verrouillés, bien comme il faut, donc ils font la gestion à votre place sur ces contrats, ils payent les fournisseurs, et une fois qu'il n'y a plus d'argent, eh bien, ils vont mettre en œuvre ce que vous aurez négocié, c'est-à-dire une enveloppe de subrogation. Ils vont
prendre de l'argent aux entreprises qui ne l'auront pas dépensé. Ils savent quelles sont les entreprises qui ne dépensent pas. Ils font une impasse et ils vous donnent une certaine somme. Cette somme, quelquefois, peut être équivalente à 50% de ce que vous avez versé dans votre plan. Donc ça vaut la peine en 2020, 2021 et même 2022 de négocier avec votre OPCO pour obtenir une subrogation de votre plan. Ça, c'est dans la formation. C'est dans la formation. Alors, Julie me répète uniquement pour les moins de 50. Oui, le plan, c'est pour les moins de 50, mais rappelez-vous, vous pouvez quand même proposer à votre OPCO de compléter des stages qui ne sont pas remplis en y envoyant des salariés à vous, même si vous avez plus de 50 salariés. À la limite, ils pourraient même vous réclamer 50 ou 100 euros par stage. C'est moins cher que le point. Alors, techniquement, ce n'est pas le fonctionnement pour l'OPCO 2i. Alors, c'est peut-être pas le fonctionnement pour le conseiller, mais je vous conseille de vous adresser au patron de l'agence, voire au directeur régional de l'OPCO, parce que eux ont une vision beaucoup plus large. Ils n'ont pas simplement une feuille en disant voilà ce que j'ai le droit de faire ou pas faire. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, un OPCO, c'est devenu un OPCO interprofessionnel. Il a 30 ou 40 branches à gérer, et donc il n'a pas cette vision synthétique. Ce que je vous conseille, c'est de voir avec votre conseiller. Si le conseiller vous dit non, c'est de voir avec le patron de l'OPCO. Et si le patron de l'OPCO vous dit non, vous demandez au directeur régional, voire même vous écrivez un mail à votre OPCO. N'oubliez pas que l'OPCO, ça n'est pas une instance qui vous dirige, c'est vous qui dirigez l'OPCO, puisque c'est votre branche qui dit à l'OPCO ce qu'il faut qu'il fasse. Alors si vous n'êtes pas content du travail d'un OPCO, vous demandez à votre branche d'intervenir et de dire écoutez, il faut assouplir votre dispositif parce que ce qui compte, c'est pas que votre gestion soit bien faite. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un maximum de gens formés avec l'argent qui vous a été donné. D'accord? Ça, c'est un point très, très important. Je continue sur les dispositifs. Réaliser des économies sur les coûts de formation. Alors, je suis relativement déformé puisque j'ai passé quelques années chez Unilever. Et chez Unilever, quand on est chef de service ou quand on est patron d'une société, il y en a 300 dans le groupe, tous les 5 ans, vous êtes invité à faire ce qu'on appelle une analyse de la valeur, c'est-à-dire à réduire les coûts. Eh bien, vous êtes capable, mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec votre expérience ou après un stage de formation que nous organisons, vous êtes capable de gagner 10% tous les 5 ans. Sur les achats de formation, sur des conventions groupées, vous vous regroupez avec d'autres entreprises, sur les frais de logistique, sur les modalités de formation, c'est-à-dire présentiel, mais ajouté à d'autres modalités. La gratuité, on verra qu'il y a beaucoup de stages gratuits. Donc tout ça, vous êtes en possibilité de les améliorer. Alors j'ai Mireille qui me dit avez-vous déjà réussi à faire modifier les règles de prise en charge décidées par les conseils d'administration des OPCO? Réponse oui, dès lors qu'il y a une clause abusive. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, un OPCA refusait de me payer une formation au motif que les formations ont duré 1h30. C'était dans les règles de prise en charge du conseil d'administration. Je leur ai dit merci de m'envoyer le texte de loi. Et comme ils ne pouvaient pas m'envoyer le texte de loi, je leur ai dit maintenant vous l'appliquez, puisque tout ça peut être arbitré par le tribunal administratif. Donc comme les OPCO ne veulent pas de soucis, eh bien normalement, c'est normal qu'ils payent. C'est pas parce qu'un conseil d'administration met une clause abusive ou une clause illicite dans un contrat qu'elle peut s'appliquer. La loi, rien que la loi, toute la loi. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc vous devez toujours vous battre pour faire changer une décision si elle n'est pas, comment dirais-je, conforme à la loi. Alors achat, logistique, modalité, achat, on peut renégocier les achats. Les conventions groupées, on peut se regrouper avec d'autres entreprises quand on a obtenu une convention avec un organisme de formation. La logistique, on peut peut-être réduire les coûts. C'est pas normal que dans la formation, il y ait des cafés d'accueil, qu'il y ait des repas exceptionnels, qu'il y ait un logement exceptionnel. La formation, c'est du temps de travail. La formation, c'est du boulot, c'est pas un amusement. Or, justement, depuis 1969, on nous fait croire que la formation, c'est un moment où on lève la tête du guidon, on va dans un bel endroit, on mange bien. D'ailleurs, c'est une question, t'as bien mangé à ton stage? On doit mal manger pendant les stages. On doit dormir dans les hôtels où on dort d'habitude, y compris les formateurs d'ailleurs. Et bref, on ne doit pas dépenser plus d'argent que ce qu'on dépense d'habitude. Est-ce que tous les matins, vous accueillez tout votre personnel avec un café d'accueil, des croissants, des jus d'orange? Non. Alors pourquoi est-ce qu'on accueille les gens qui se forment avec des croissants et des jus d'orange? Ma réponse, ça n'est pas possible. La formation, ça n'est pas fait pour ça. La formation, je le répète, c'est un temps de travail et un temps qui produit la compétence.
Ensuite, on verra qu'il y a aussi des stages gratuits, et ça aussi, on peut, je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Excusez-moi, quelquefois je m'emporte, mais c'est parce que on me pose des questions auxquelles je réponds depuis des années, et moi je suis pour un durcissement de la formation. La formation, c'est un endroit où on apprend. Alors, Mireille, oui, mais par exemple, vous avez aujourd'hui la majorité des OPCO qui vous disent, en fonction de la taille de votre entreprise, les fonds mutualisés qui vous sont accordés, pour être franche, les montants accordés sont particulièrement limités cette année. Oui, c'est vrai, les montants sont limités cette année, mais n'oubliez pas qu'à partir de septembre, les OPCO regardent leurs caisses, regardent leurs engagements et se disent, je ne vais pas pouvoir tout décaisser, donc je vais être un petit peu plus généreux. Alors, prenez-vous-y en début d'année en disant, voilà mes demandes, si vous ne pouvez pas les accorder, ok, on en reparle en juin, on en reparle en septembre, ou on en reparle en octobre, mais c'est quand même dommage que vous ne décaissiez pas, car n'oubliez pas que les OPCO sont aussi rémunérés au décaissement et qui n'ont pas intérêt à garder de l'argent. Les aides territoriales pour l'entreprise. Alors vous avez, excusez-moi, c'est du jargon, hein, le CPRDFOP de la région, c'est le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Le CPRDFOP, c'est une sorte de plan de formation. Il faut savoir que les régions, au total, ont 3 milliards d'euros à dépenser. Les régions dépensent 3 milliards pour les entreprises et les salariés. Donc, dedans, vous avez 15 à 20 dispositifs que vous pouvez saisir. Il vous suffit d'aller sur le site de la région, de rechercher les aides à la formation ou le CPRDFOP, et là, vous avez la liste de ces aides. Et vous allez découvrir que vous avez des tas d'aides à la GPEC, au plan de formation, à l'embauche des premiers salariés, aux primo entrants sur le marché du travail, etc. Et puis, vous avez des aides de la directe. La directe, c'est aussi la région, mais la région de l'État. C'est-à-dire, c'est le préfet de région. C'est pas la collectivité régionale. Donc, la directe a aussi des exemples de financement énormes. On me demande des exemples de financement de la région. La région, par exemple, en Aquitaine, elle va permettre de vous aider à construire votre plan de formation. Elle va vous donner jusqu'à 13 500 € pour la construction du plan de formation. Elle va vous donner la même somme pour la GPEC. Elle pourra aussi avoir du financement pour la formation, pour l'export. Elle va vous permettre éventuellement, elle va vous donner de l'argent pour ce qu'on appelle la mutation économique. Si votre entreprise a besoin de faire des investissements en formation parce que son marché est en train de changer, rapprochez-vous de la région et il y a une personne qui doit compter parmi vos amis, mais les vrais amis, pas ceux de Facebook, c'est le directeur général adjoint ou la directrice générale adjointe de la région chargée de la formation et de l'apprentissage. Cette personne, vous la rencontrez et à partir de là, elle va vous exposer toutes les aides. Le bon contact, c'est le DGA chargé de la formation et de l'apprentissage. DGA chargé de la formation et de l'apprentissage. Vous verrez qu'il va nous être très utile aussi pour nos apprentis. Donc, il y a les EDEC de la directe. Les EDEC de la directe, c'est surtout sur les filières. Je reprends encore l'exemple de l'Aquitaine, celui que je connais le mieux. C'est que l'Aquitaine, c'est le vin, c'est la forêt et c'est les nouvelles technologies. Eh bien, si votre entreprise est dans un de ces trois domaines, vous avez des tas d'aides de la région sur votre plan de formation. Et puis, alors, il y a aussi le FSE, les fonds structurels européens, qui représentent avec les DEC jusqu'à 1 milliard, donc au total ça fait 4 milliards pour ces aides territoriales. Le FSE, il y a beaucoup d'aides, mais attention, je ne vous conseille pas de vous y lancer tout seul. Demandez à votre OPCO d'instruire et de mener le dossier pour le FSE. C'est très compliqué. Il faut vraiment être un grand spécialiste pour obtenir un financement et gérer un financement de l'Europe. C'est très compliqué leur truc, c'est dommage que ce soit si compliqué. On dirait qu'ils sont encore plus bureaucratiques que nous. Donc voilà pour les aides territoriales. Je continue. Alors, Séverine, les aides territoriales sont possibles quelle que soit la taille de l'entreprise? Oui, toutes les aides sont valables. Alors d'abord, il y a les aides qui existent, celles qui sont répertoriées dans le CPRDFOP, mais aussi des aides. Lorsque je connais le DGA chargé de la formation et de l'apprentissage et que je lui montre que j'ai un projet spécifique qui fait que la formation va être un élément clé de la réussite de notre entreprise, eh bien, il peut trouver des fonds, et quelle que soit la taille de votre entreprise. Disons que l'idéal, c'est 250, mais on peut aller au-delà de 250 pour obtenir des financements. Quand j'étais DRH formation de Cofinoga à Bordeaux, j'avais 2300 salariés et j'ai pu obtenir de très nombreuses aides de la région, en particulier pour créer un CFA à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, autres aides institutionnelles, ailleurs, les opérations programmées du FPSPP.
comme je disais tout à l'heure, les opérations programmées du FPSPP, il ne faut pas en parler à table parce que ça postillonne beaucoup, ce qui n'est pas bon pour la transmission du coronavirus. Donc, les opérations programmées du FPSPP, ce sont des opérations programmées qui ont été reprises maintenant par France Compétences. Vous allez sur le site du FPSPP et de France Compétences et vous avez cette liste. Il va y avoir, à mon avis, beaucoup de chômage technique à cause des problèmes de transmission du virus. Et donc, pendant ces périodes de chômage technique, il est prévu par le FPSPP un certain nombre d'aides à la formation. Renseignez-vous, peut-être que votre entreprise peut en bénéficier. Il y a aussi les aides d'AGFIP pour toute votre politique de handicap. J'ai l'habitude de dire que si vous engagez des personnes en situation de handicap, l'AGFIP vous construit la bretelle d'autoroute qui les amène travailler chez vous. J'exagère à peine, mais il y a des bonus de 2 000 et 4 000 euros chaque fois que vous recrutez et que vous formez une personne en situation de handicap. Et surtout, l'aménagement du poste de travail qui peut aller jusqu'à la construction d'un élévateur ou d'une cage d'ascenseur pour que la personne puisse rejoindre son poste. Donc, pensez-y, l'AGFIP est aussi un bon financier. Et enfin et surtout, le CPF. Je vais vous lancer une alerte aujourd'hui. Et vous trouverez ça parmi mes tutos sur la chaîne ALF, les chats de la formation, que j'ai lancé, dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, vous allez trouver une alerte. À la fin de l'année 2020, 31 décembre 2020, les salariés qui n'auront pas ouvert leur compte en y intégrant leur solde de DIF, eh bien, ces salariés perdront ce solde de DIF. J'ai calculé, avec le nombre de personnes qui avaient droit à un solde de DIF et qui n'ont pas ouvert leur compte, ça représente 7 milliards d'euros qui vont partir en fumée. Pas exactement en fumée, ils vont repartir au budget de l'État. Ces 7 milliards d'euros, vous voyez, je pointe le doigt comme sur le PowerPoint, c'est vous qui allez pouvoir les sauver, ces 7 milliards. Forcez vos salariés, y compris par la violence s'il le faut, forcez vos salariés à ouvrir leur compte à la Caisse des dépôts et à noter leur solde de DIF. Si solde de DIF, s'il est enregistré avant la fin de l'année, se transforme en CPF, il est monétisé à 15 euros de l'heure TTC et ça permet de récupérer 7 milliards d'euros. Ce qui veut dire que ce CPF va vous permettre de mettre en place une politique avec un accord avec vos partenaires sociaux ou même un règlement en disant, voilà, pour tous ceux qui veulent utiliser leur CPF, voilà les formations que nous autorisons. Voilà les formations qui peuvent se dérouler dans le temps de travail. Voilà les formations que nous allons pouvoir abonder. Et à partir de là, les salariés vont accepter, d'une part, de déclarer leur DIF, d'ouvrir leur compte et même de mettre une partie de leur CPF. Et je voudrais vous lancer une autre invitation, très importante celle-là, et que je laisse un petit silence pour dramatiser. Le CPF, il n'y a pas besoin d'en avoir 5 000 euros ou 10 000 euros sur son compte. Le CPF, il faut en avoir 1 000 euros. Dès lors que vous avez 1 000 euros, sur votre compte, vous allez trouver des abondements. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que l'année dernière, le CPF moyen, tout compris, il était à 30 000 euros. Ce qui veut dire que les gens n'avaient pas 30 000 euros sur leur compte. À chaque fois, ils ont obtenu des abondements. Donc, un salarié qui veut obtenir une formation lourde n'a pas besoin d'avoir 5 000 euros sur son compte. Il lui suffit d'avoir 1 000 euros. Et on ne va pas favoriser ceux qui ont des comptes importants, parce que quelqu'un qui a un compte important, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore préoccupé de sa formation. Alors que s'il a déjà pris plusieurs fois du CPF, abondement de l'employeur, mais abondement aussi d'autres institutions, Pôle emploi, AGFIP, tous ceux que je vous ai cités, la région, le FPSPP, chaque fois qu'un salarié se forme, qu'il mobilise son CPF pour des formations de 3 jours, 4 jours, il peut recevoir des amendements, bien sûr, et à la fin, s'il a besoin d'une formation très très lourde, parce qu'il a un projet qui a été agréé par le CEP, par le Conseil en évolution professionnelle, mais lorsqu'il veut se lancer dans une formation très lourde, ce qu'on appelle par exemple un projet de transition professionnelle, même s'il a 1 000 euros sur son compte, il l'obtiendra dès lors que le CEP lui a donné un quitus qui s'appelle la note de synthèse du conseiller en évolution professionnelle. Retenez ce terme, la note de synthèse. La région peut aider les apprentis. Alors tenez-vous bien. Chaque fois que je démarre un nouveau groupe à la Sorbonne, et ce depuis 10 ans, je dis, est-ce qu'il y a dans cette
est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui sont en contrat d'apprentissage? Et j'ai la moitié des mains qui se lèvent. La moitié est en contrat d'apprentissage, l'autre moitié est en contrat pro ou en CIF. Eh bien, ceux qui sont en contrat d'apprentissage écrivent sous ma dictée une lettre, toujours à ce fameux DGA chargé de la formation et de l'apprentissage, et ils envoient une lettre de roumain, une lettre où on pleure, s'il vous plaît, mangez les enfants. Et dedans, ils pleurent en indiquant combien ils ont de dépenses pour leur transport, combien de dépenses pour la nourriture, le fait qu'ils sont obligés de payer une colocation, qu'ils sont loin de chez eux, qu'ils ont besoin d'acheter un équipement, peut-être un nouvel ordinateur pour travailler. Eh bien, ils font la liste de toutes leurs dépenses, sans justificatif, ça ils le font après, et ils demandent à ceux ou à cette DGA chargée de la formation et de l'apprentissage de savoir comment ils peuvent être accompagnés. Eh bien, je peux vous garantir qu'à 80-90% des montants, ils sont accompagnés par la région, car ce sont des budgets que personne ne connaît et qui ne sont jamais dépensés. Alors, Stéphanie me dit, l'application CB donne un numéro de compte de l'inscription à un stage. Comment bénéficier lors de l'abonnement? Il faut qu'il soit inscrit et validé avant et parti. Alors, en ce qui concerne toutes les validations, le conseil que vous donnez à tous vos salariés, que ce soit pour un projet interne, pour un projet externe, pour obtenir un projet de transition professionnelle par la CEPIR, pour obtenir un avenant proie, pour obtenir ce qu'il veut, c'est d'abord d'aller voir un CEP, de bâtir le projet professionnel avec le CEP et d'obtenir une note de synthèse. Si ils ont cette note de synthèse, ils n'ont plus besoin de négocier quoi que ce soit, ça emporte la décision pour tous les financiers. Donc retenez bien, un salarié doit avoir un projet, ce projet doit être validé par le CEP et le CEP doit délivrer une note de synthèse. À partir de là, je sais que je peux obtenir un financement. Alors, Mireille me dit à juste titre, pour le moment, les abonnements ne sont pas encore possibles. La CDC n'est pas tout à fait au point. C'est vrai qu'ils n'ont eu que 2 ans pour se préparer. Pardon, 5 ans pour se préparer, mais ils sont pas prêts. Je suis désolé. Ils seront prêts en juin, d'après ce qu'ils disent. Donc, comptez sur juillet, comptez sur octobre, septembre-octobre. Et là, effectivement, bon, alors, ils ont été pris de court. C'est vrai qu'ils n'ont eu que 5 ans. Tiens, en parlant de 5 ans, il y a une autre aide que vous pouvez utiliser de la part de la Directe. S'il y a dans cette assistance des gens qui ont des entreprises de moins de 50 salariés, chaque fois qu'un de vos salariés part en formation, eh bien, la Directe va vous rembourser sur la base du SMIC la moitié des frais de remplacement de ce salarié. Soit parce que vous avez dû recruter un CDD pour le remplacer pendant sa formation, soit parce que vous avez demandé à une société d'intérim de vous fournir quelqu'un pour remplacer la personne en stage de formation. Donc aujourd'hui, mais ça fait 30 ans que ça existe, aujourd'hui, chaque fois que vous avez moins de 50 salariés et qu'un de vos salariés part en formation, vous avez une aide de la Directe pour ce remplacement. Et dernier point, toujours sur la Directe, que j'ai oublié de vous donner, c'est que chaque fois que vous dépensez 1 euro de formation à titre personnel, un reste à dépenser. Par exemple, dans du CPF, il me reste 1000 euros à donner, ou dans une formation, un genre de CIF qu'on appelle un projet de transition professionnelle, on ne me rembourse pas tout mon salaire, donc j'ai un net à dépenser. Eh bien, chaque centime dépensé pour la formation est déductible de l'assiette de vos impôts. Personne ne le sait, ça fait que 30 ans que ça existe, ça aussi, mais c'est au budget de l'État chaque année. Je répète, chaque fois que vous dépensez 1 euro de formation, il est déductible de l'assiette de vos impôts. Favoriser les périodes de transition professionnelle. Alors on a maintenant des FONGICIF qui ont disparu et le CIF a disparu. Les FONGICIF ont été remplacés par exactement la même chose, c'est-à-dire des CEPIR. La CEPIR, c'est meilleur. La CEPIR, c'est la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Bien, ce sont des partenaires sociaux qui se réunissent et qui acceptent ou non d'accorder aux salariés ce qu'on appelait autrefois un CIF, un projet de transition professionnelle. Le conseil est le même, là encore pour vos salariés. Si un de vos salariés veut obtenir une période de transition professionnelle, eh bien, il faut qu'il aille voir un CEP, qu'il mette en place son projet professionnel et que le CEP lui délivre une note de synthèse. Il obtiendra automatiquement le financement de la CEPIR, puisque la CEPIR n'a pas la même structure pour analyser la validité des projets. Et de vous à moi, mais vous le répéterez à personne, si vous avez un salarié qui a besoin d'un fort budget pour se repositionner complètement, et que votre entreprise ne peut pas le lui payer, ou que ça rentre pas dans les
clou de ce que j'appelle l'avenant proie. Eh bien, vous pouvez l'encourager, je l'ai déjà fait plusieurs fois, vous pouvez encourager votre salarié à prendre une période de transition professionnelle sans quitter l'entreprise, donc il ne suspend pas, il ne démissionne pas. Il suit cette formation et il revient dans l'entreprise et là, vous lui accordez ce nouvel emploi. Bien sûr que ce n'est pas la loi, mais en tout cas, ça n'est pas contre l'esprit de la loi puisque ce n'est pas l'entreprise qui est aidée, c'est le salarié qui peut franchir comme ça l'ascenseur social et éventuellement sauver sa peau parce qu'il avait besoin dans votre entreprise d'apprendre un nouveau métier et vous n'avez pas les moyens de le former. Donc pensez-y, la période de transition professionnelle peut servir aussi pour des projets internes. Et nous avons un nouveau dispositif, je regarde si on est bien, il est 55, je pratiquement fini. On a un nouveau dispositif, c'est ce qu'on appelle l'avenant Pro A. Alors qu'est-ce que c'est que l'avenant Pro A? C'est un contrat pro, c'est-à-dire que c'est l'alternance, mais pour un salarié qui est déjà dans l'entreprise. Je prends quelqu'un, mettons, qui a 42 ans, son métier va bientôt disparaître, donc j'ai besoin d'une mobilité interne très lourde, il faut que je lui apprenne un nouveau métier. Eh bien là, je suspends avec son accord, je suspends son contrat, je prépare une formation qui va lui donner une certaine certification, qui va lui apprendre ce nouveau métier, et cette formation va être entièrement financée par l'OPCO, non seulement pour les coûts de formation, mais aussi pour le coût salarial, les coûts logistiques, et tenez-vous bien, même pour la garde des enfants, le cas échéant. Donc l'avenant Pro-A, la seule différence par rapport à l'ancienne période de professionnalisation qui faisait un petit peu ce travail, c'est que lorsque je vais réaliser un avenant Pro-A avec un de mes salariés, je m'engage à l'issue de la formation, soit à lui donner une promotion, il devient manager ou il devient cadre, ce que vous voulez, soit je m'engage à lui donner un nouveau métier, c'est-à-dire une mobilité interne dans l'entreprise. Voilà ce que c'est que l'avenant Pro-A. Alors pour l'instant, il était suspendu parce que là encore, les OPCO ont été pris de court. Ils attendent les décisions des branches professionnelles, mais les branches professionnelles, c'est vous. Donc dites à votre branche, moi j'ai besoin d'avenant Pro-A, allez-y, allez-y. Favorisez la période, favorisez l'avenant Pro-A. D'autre part, l'avenant Pro-A, il est plutôt ciblé Bac+2. Et effectivement, il est ciblé Bac+2. Mais si vous avez un Bac+5 qui risque de perdre son travail parce que son métier va disparaître, eh bien, vous pouvez le soumettre et je ne vois pas un OPCO qui ait le courage de vous dire non, il a un Bac+5, donc je ne le forme pas, il n'a qu'à perdre son métier. Non. Bac+5, on peut perdre son travail parce que son métier a changé, pareil que s'il avait un Bac+2. Alors, avenant Pro pour un salarié de quel niveau de diplôme? Je dis, on favorise surtout les Bac+2, mais dans certains cas, vous pouvez négocier avec l'OPCO. On est en France, c'est un pays où on négocie. Les seules réponses que vous n'avez pas, c'est aux questions que vous n'avez pas posées. Vous avez des prises en charge totales, ce qui n'est pas le cas avec certains OPCO, bien sûr. Certains OPCO, pour l'instant, attendent les décisions des branches, et donc ils ne font pas une prise en charge totale. Mais ce sera le point clé. Donc rapprochez-vous de votre branche pour qu'on prenne au sérieux cet avenant Pro-A. Les 3 milliards d'euros qui repartent au budget de l'État vont revenir dans l'alternance. Et c'est quoi l'alternance? C'est les contrats pro, ben de presque au maximum. C'est les contrats d'apprentissage, mais de presque au maximum. Donc c'est dans les avenants Pro-A qu'il y a de l'argent. Alors je ne vois pas pourquoi une branche ne va pas inciter, même ordonner à son OPCA de dépenser l'argent pour les avenants Pro-A en assouplissant un petit peu les règles. Alors, un salarié qui a besoin de suivre une formation longue peut-il utiliser le Pro-A? Bien sûr. En fait, il y a une alternative. Je vais voir le CEP et je construis mon projet professionnel. L'entreprise est d'accord pour m'accompagner, eh bien mon projet professionnel va se réaliser à travers un avenant Pro-A. Je suis allé voir mon CEP, j'ai un projet professionnel, mais mon entreprise ne veut pas m'accompagner parce que elle pense que je suis pas la personne de la situation ou que elle ne veut pas, elle a déjà quelqu'un pour ce futur métier. Eh bien, je vais m'adresser à l'extérieur. Je demande à la CEPIR une période de transition professionnelle. Avenant Pro en interne, transition professionnelle en externe. C'est simple, c'est fastoche. Optimiser les formations gratuites, il y en a plein. Je vous parle pas uniquement des MOOC, 750 MOOC en français, 4500 MOOC en anglais ce matin. Mais surtout, je vous parle des catalogues comme celui de l'INRS, Institut national de recherche sur la sécurité. Un catalogue de 70 pages avec des dizaines et des dizaines de séminaires gratuits auxquels vous pouvez inscrire vos salariés. Il y a la caisse primaire d'assurance maladie qui a aussi des catalogues de formation pour que vos salariés n'aient pas mal au dos.
parce qu'ils préfèrent payer des stages que de payer des gens malades ou fatigués. Et puis il y a les assureurs. Si vous avez besoin de former les gens qui ont un parc automobile chez vous, par exemple les commerciaux, par exemple les livreurs, eh bien les assureurs assurent gratuitement un certain nombre de formations. Et en plus, une fois que vos salariés sont formés, ils abaissent les primes. Il y a un double effet qui se coule, il y a une double économie. Donc vous voyez qu'on peut réellement obtenir beaucoup de choses intéressantes. Alors, Mireille me dit que les formations catalogues ne sont pas toujours l'idéal. Moi, ce que je dis, par exemple, si vous incitez vos salariés à suivre un MOOC, par exemple, vous voulez les inscrire chez M2I à un stage de management, mais ils suivent d'abord un MOOC gratuit, ou au moins 40 ou 50 euros pour la certification, un MOOC gratuit pour passer du contenu. Et une fois qu'ils ont du contenu et une certification, c'est-à-dire que vous êtes certain qu'ils ont le minimum requis pour suivre valablement le stage, et bien après, vous demandez à M2I de vous assurer ce stage de formation management avec un véritable expert qui va avoir une valeur ajoutée. Enfin, le 13e point, limiter la CSA en engageant des alternants. C'est vrai que si vous êtes à 4,5, 5%, à 4,5, entre 4 et 5% d'alternants, eh bien, en faisant un petit effort, vous récupérez votre CSA qui représente 0,6% de la masse salariale. Une question qui me posait, le salaire d'un salarié en proie est-il maintenu au même montant que son salaire avant emploi? Oui, réponse oui, mais il faut que les branches l'aient décidé, et donc il faut pousser vos branches à prendre ces décisions, puisque c'est ce qui est prévu dans la loi, c'est ce qui était prévu dans le dispositif. Se former à agir, et ce sera ma conclusion, mesdames et messieurs, puisque je m'étais promis de vous libérer à midi, il est midi 1. Se former à agir ou se faire accompagner, c'est comment M2I peut vous accompagner. Eh bien, sur tout ce que vous venez voir, les 13 pistes, les 130 dispositifs de formation, nous avons mis au point un stage que j'anime personnellement, un stage de 2 jours pour maîtriser les 13 pistes et les 130 dispositifs de formation. 2 jours pendant lesquels on travaille sur des situations réelles, sur des cas concrets. Et comme ce sont des stages intra, ça veut dire que c'est bien les problématiques de votre entreprise qui sont traitées. Donc renseignez-vous, stage pour se former. Vous pouvez agir en recrutant un alternant. Vous recrutez un contrat d'apprentissage ou un contrat pro qui a une formation RH ou une formation responsable de formation, et vous le spécialisez, vous pouvez le faire former, là encore par M2I, et vous le dédiez à 100% au financement. Vous allez voir qu'il va vous rapporter 20, 30, 50 fois ce qu'il coûte. Et enfin, troisième possibilité, celle-là, je la mets entre guillemets parce qu'il faut que vous soyez vraiment très très motivé, c'est se faire accompagner par l'expert. Je peux vous accompagner sur de la recherche de financement avec un pourcentage des résultats obtenus, donc vraiment c'est sur les résultats obtenus. Mais dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous former ou de faire former un alternant de façon à pouvoir bénéficier de toutes ces pistes de financement. Il y a un pognon de dingue dans la formation, c'est ce que dit notre président, et il a raison. Il y a cette année 3 milliards qui ne sont pas dépensés, plus 7 milliards qui risquent de disparaître. Ça donne le tournis, tous ces chiffres. Reprenez la grille qui va être sur le site de M2I, voyez combien vous pouvez récupérer et à partir de là, prenez une décision. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais quand même, une nouvelle dimension du métier de responsable formation, c'est aussi de trouver du financement. Voilà, je prends une dernière question, sinon je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de votre attention soutenue et bienveillante. Merci à toutes les questions que vous avez posées. Et puis, eh bien, à très très bientôt, j'espère, pour un grand nombre d'entre vous. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher. Merci encore. J'ai été très 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 heureux d'animer cette formation. À très 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 bientôt et bon appétit pour tous et toutes.